L'homme et l'évolution. Servir l'évolution des mondes en évoluant soi-même, par Enea Tess Griffith. Le principe du maintien réciproque des différentes classes d'êtres peut être considéré comme la grande loi de l'écologie cosmique universelle. Ce principe explique l'interdépendance de tous les êtres dans tous les mondes, aussi bien le monde matériel que le monde suprasensible ou spirituel. Toutes les classes d'êtres sont liées de façon indissociable, les unes aux autres, dans ce grand système que représente l'univers. Chacune de ces classes d'êtres produit une énergie nécessaire au fonctionnement d'une ou plusieurs autres, et si l'une venait à ne plus produire l'énergie suffisante, une autre classe devrait y suppléer. Sinon, il y aurait un trou dans le système, une sorte de trou noir qui démantèlerait l'ensemble du système cosmique et aurait pour conséquence l'arrêt de toute évolution possible pour toutes les classes d'êtres qui en font partie, du moins jusqu'à un certain niveau. Seules seraient sauvées les classes d'êtres créatrices, capables de créer à nouveau des mondes inférieurs à elles-mêmes. Pour les autres, cela signifierait la disparition. Le rôle des espèces animales. Nous pourrions étudier les rouages de cette interdépendance à n'importe quel niveau. Prenons le monde animal, dont nous avons expliqué qu'il est comme un retardataire de l'évolution humaine. Chaque espèce animale porte en elle une qualité, une faculté, une caractéristique que l'homme aussi porte en lui, mais comme un défaut, puisque cette qualité ne devrait pas caractériser l'humain. Comme ce défaut vit dans l'espèce animale, il se manifeste peu, ou devrait se manifester peu, dans la psychologie humaine. Nous allons en réalité découvrir que les qualités qui caractérisent les différentes espèces animales correspondent en l'être humain aux diverses émotions négatives. La peur de la souris, l'orgueil du coq sur son tas de fumier, la malice du singe, la vanité du paon, la férocité du tigre. Ainsi donc, l'une des caractéristiques de l'espèce tigre est la férocité. À un moment de leur évolution, les êtres humains ont été semblables aux tigres dans leur férocité. Puis l'espèce humaine a évolué. Et cette caractéristique est devenue animale. La férocité est devenue tigre. L'espèce tigre a incarné la férocité dont l'être humain se débarrassait. C'est ainsi que se sont créées les espèces animales. Chaque espèce incarnant particulièrement une qualité ou un défaut spécifique. Et c'est grâce à ce processus que l'humanité a pu, à travers le temps, se libérer progressivement de caractéristiques non humaines, mais véritablement animales. Autrement dit, on peut considérer que le tigre a permis à l'humanité d'évoluer d'un degré en le débarrassant de la férocité, et qu'il en est ainsi pour toutes les espèces animales. L'idée de l'évolution étant que l'être humain doit finir par se libérer totalement de ce qui est animal en lui pour arriver à une sorte de perfection divine ou atteindre un jour un nouvel état de conscience, dont on dit qu'il est celui des êtres supérieurs, les êtres angéliques du christianisme. Une partie de l'évolution humaine conduit donc d'un état pré-animal à un état angélique, en passant par un stade humain qui consiste à se libérer progressivement de tous les éléments de nature animale. Que se passe-t-il quand l'être humain décime une espèce animale? Les caractéristiques dont cette dernière est porteuse ne peuvent plus s'incarner. Ne pouvant plus s'incarner de manière juste dans l'espèce animale adéquate, il faut, selon la loi du maintien réciproque, qu'elle trouve une autre possibilité d'incarnation. Et ce sera dans la classe d'êtres la plus proche du monde animal, c'est-à-dire l'être humain. Les caractéristiques animales spécifiques redeviennent des défauts de l'humanité. L'être humain redevient de plus en plus animal, ou pire, bestial. C'est un processus auquel nous assistons déjà aujourd'hui. La suppression de nombreuses espèces animales a pour conséquence la dégénérescence de toute une partie de l'humanité. Dégénérescence non seulement émotionnelle, férocité, violence, agressivité, peur, mais également corporelle. Nous avons tous pu remarquer, je pense, certains êtres humains au physique dégénéré, avec une expression simiesque ou bestiale
au niveau des traits du visage. Ceci parce que, au lieu de continuer à avancer sur la ligne normale de l'évolution et de s'élever vers davantage d'esprit, vers une conscience plus grande, une partie de l'humanité prend un autre chemin qui l'amène à une régression vers un état animal. Nous devons comprendre notre dette envers le monde animal, qui prend sur lui tous les défauts de la nature humaine. Nous devons comprendre la nécessité pour nous, pour la survie de notre espèce, dans une perspective cosmique, de respecter les diverses espèces, car nous savons maintenant qu'en elles est incarné ce qui ferait de nous des êtres incapables d'évolution. Si nous supprimons le monde animal, nous ne pourrons plus évoluer réellement. Chez un fauve, la férocité est évidemment d'une autre nature que chez l'être humain. Elle n'est pas gratuite. Il en a besoin pour se nourrir. Elle fait partie de ses instincts, de sa nature animale. Justement, la nature humaine ne se doit-elle pas d'être différente? C'est pourquoi chez l'animal, on ne peut pas parler de défaut, ni porter de jugement d'ordre moral. Une forme de férocité est nécessaire chez les fauves parce qu'elle leur permet de survivre, alors qu'elle est ou devrait être complètement inutile chez l'homme. Ce qui est un bien chez le tigre devient un mal chez l'homme, le mal étant un bien qui n'est pas à sa place. Mais il est vrai que pour que les hommes deviennent réellement humains, il faut qu'ils changent d'attitude. En dehors de quelques peuples dits primitifs, l'humanité semble avoir toujours considéré la terre, et même l'ensemble de la création, comme un champ de consommation au service de ses besoins et de la satisfaction de ses désirs. L'être humain doit aujourd'hui comprendre qu'il a une place particulière à tenir dans l'évolution de l'univers. Pour ce faire, il doit se débarrasser de cet égoïsme dû à la méconnaissance des grands principes qui guident l'évolution des mondes. Il doit également comprendre que la véritable grandeur réside non pas dans ce qu'il est, mais dans ce qu'il peut devenir s'il évolue et dans la manière dont il peut servir l'évolution universelle ou cosmique ou divine, peu importe comment vous la nommerez. Celui qui, à travers le principe du maintien réciproque, comprend le destin de l'homme et de l'univers, sait qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut de la terre, des plantes, des animaux, ni même des autres planètes, parce qu'il a fondé son comportement sur des droits et très peu sur des devoirs. L'homme a perdu la connaissance du sens de la vie et du but de l'existence. On parle des droits de l'homme. Il faudrait aller bien au-delà de cette notion et comprendre que l'homme perdra ses droits dans tous les domaines s'il ne prend pas conscience de ses devoirs, non seulement envers l'humanité, mais envers toutes les classes d'êtres. Une nécessité s'impose, et c'est là le fondement de l'enseignement de la psychologie essentielle. Il faut que les hommes et les femmes deviennent à nouveau conscients du but réel de la vie, qui n'est pas la recherche effrénée de la satisfaction de leurs désirs, ni même de leurs besoins, mais la réalisation d'un destin personnel et d'un dessein cosmique. Il devient aujourd'hui nécessaire de comprendre ces deux aspects, la réalisation de l'individualité vers la perfection, mais aussi la participation à l'évolution générale. L'homme doit arrêter de croire qu'il a le droit. Il nomme cela le pouvoir de dominer la nature. Des voix s'élèvent en ce sens. On sait également aujourd'hui que cette autre croyance, issue du XVIIIe et XIXe siècle, en la possibilité illimitée du progrès matériel, est une chimère, que les risques de catastrophes industrielles sont de plus en plus grands, que le respect des équilibres naturels est une nécessité, une urgence même aujourd'hui. Celui qui est en contact avec une dimension spirituelle sait qu'il ne s'agit pas seulement de respect des équilibres naturels, mais également de respect des équilibres cosmiques. Celui qui comprend réellement le principe du maintien réciproque des classes d'êtres voit nécessairement naître en lui le désir non seulement de se réaliser personnellement, mais aussi de tenir sa place juste dans le devenir global de l'évolution. Le fait pour l'être humain de découvrir et ensuite de tenir sa place juste dans l'évolution des mondes lui permet de dépasser toutes les formes d'insatisfaction liées à ses pulsions égoïstes allant à l'encontre des lois cosmiques et, en même temps, contribue à améliorer sa vie.
à condition qu'il s'efforce de surmonter les défauts de sa nature inférieure. Voilà le cheminement proposé, servir l'évolution des mondes en servant le développement de ce qu'il y a de plus élevé en soi-même.